Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi soir. Bonsoir Alison. Alors c'est un live un petit peu spécial parce que c'est le dernier que nous allons faire de live spécifique Covid. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous sur une autre fréquence, sur un autre modèle. Avec aussi, peut-être qu'on va varier d'intervenants. Vous avez peut-être marre de nous voir, Alison et moi, en permanence. Donc, on va essayer d'innover, de trouver un petit peu d'autres intervenants aussi, mais sur d'autres sujets. Mais pour l'instant, voilà, on est quand même dans un premier cycle qui s'achève et je crois qui correspondait un petit peu à des situations d'urgence. Maintenant, bien sûr qu'il y a encore des choses et des éléments d'incertitude. Pour autant, on commence quand même à se familiariser avec cette nouvelle situation. En espérant qu'elle cesse assez rapidement et en espérant qu'au mois de novembre, on ne remette pas les couverts. Alors, avant, j'étais trop vite. Alison, peut-être quelques mots. Merci Régis. De nouveau, ravi de vous retrouver effectivement pour ce dernier d'une longue série sur le Covid-19 et on espère effectivement qu'on n'aura pas à refaire toute une série Covid-19. On aura plaisir à vous retrouver pour peut-être autre chose. Mais voilà, on va essayer de clôturer un petit peu toutes ces problématiques. Comme dit Régis, on a commencé à s'habituer un petit peu maintenant et donc on va peut-être arriver vers quelque chose d'un peu plus lisse. Alors, en actualité, je vais vous parler d'une actualité qui n'est toujours pas une actualité. Je ne sais plus comment vous présenter les choses. C'est ce fameux décret pris en application de la fameuse ordonnance permettant le maintien des versements des participations des départements au plan d'aide, dans le cadre de l'APA et la PCH. Nous sommes le 28 mai et malheureusement, ce décret n'est toujours pas publié. Alors, je sais quoi vous dire. Je ne sais quoi vous dire. Est-ce qu'il y a un problème technique sur ce décret? Pour l'instant, non. Il n'y a pas de problème technique puisqu'il a fait tout le processus de consultation en version accélérée. Ça fait 3 semaines maintenant qu'il est bien au chaud sur le bureau de notre Premier ministre. Alors, pourquoi ça bloque? Il n'y a pas d'explication. Maintenant, il faut quand même qu'il soit publié très rapidement, puisque dans le projet de décret, il est prévu que les versements des participations des départements au plan d'aide doivent s'opérer au plus tard le 31 mai. Or, si nous avons un décret qui est publié au journal officiel après le 31 mai, techniquement, ça va poser ce qu'on appelle un problème de légalité du décret. Et je ne voudrais pas qu'un département s'amuse à faire un recours pour excès de pouvoir en Conseil d'État sur l'illégalité de ce décret-là. Donc, j'espère qu'on ne va pas aller là-dessus. Mais pour autant, espérons, croisons les doigts pour qu'au plus tard, il soit publié le 30 mai, c'est-à-dire samedi. Alors, on a quand même un petit peu d'actualité. Alors, bien sûr, l'actualité toute récente de 17h, c'est la phase 2 du déconfinement. Donc, maintenant, il n'y a plus que des verts ou des oranges. Les verts ont gagné, bien sûr, c'est normal. J'allais dire aller Saint-Etienne, mais non, c'est plus d'époque. Un petit clin d'œil à Alison qui fait du foot. C'est sa région. Alors, il n'y a pas grand-chose à retenir de cette phase 2, si ce n'est que la limite des déplacements de 100 km est abolie à partir du 2 juin, qu'on pourra le 22 juin retourner gaiement dans les salles de cinéma. On avait tous hâte, bien sûr, en plein mois de juin, d'aller dans une salle fraîche et climatisée, mais coupé, parce que je vous rappelle que les climatisations vont devoir être coupées en période de canicule. Et en fait, je dis ça parce qu'on fera une petite ouverture sur comment concilier potentiellement situation Covid et canicule, puisque là, on commence quand même à un petit peu se poser les questions de comment on va pouvoir concilier et les plans canicule et les plans Covid. Parce qu'on va voir qu'il y a quand même certaines incompatibilités et il ne faudrait pas que nous continuions à être en situation de crise sanitaire en même temps qu'un plan canicule soit déclenché, puisque là, on va de nouveau se retrouver avec des paradoxes assez compliqués. Mais ça, on garde le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc, en actualité, bien sûr, vous avez le nouveau système, un énième d'activité partielle au 1er juin.
Et on a beaucoup de questions. Alors voilà, de suite, on avance, hein, il y a beaucoup de questions. Donc on abordera, si vous voulez, dans un premier temps un petit peu cette activité partielle et qu'est-ce qui se passe au 1er juin. Ensuite, des bonnes nouvelles. Alors une bonne nouvelle, c'est une subvention à Amélie. L'assurance maladie va pouvoir vous verser une subvention si vous répondez à certains critères. Alors, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 5 000 € quand même. Donc, c'est vraiment intéressant pour prendre en charge tout en partie des équipements que vous aurez pu mettre en œuvre pour protéger la santé de vos salariés, et notamment certains EPI. Alors, je vous dis de suite, les gants et les lingettes ne sont pas éligibles à la subvention, mais par contre, les masques le sont, par exemple. Donc, c'est très intéressant et ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Donc, on va faire un petit focus là-dessus tout à l'heure, sur ce point-là. Ensuite, aussi, une autre actualité, et là, actualité qui est intéressante, alors ce sont des précisions, c'est les URSSAF viennent de publier une note assez circonstanciée sur un petit peu le régime au niveau des URSSAF, de quels sont les frais professionnels qui vont être considérés comme des frais au niveau des URSSAF, qui ne seront pas soumis à charge sociale. C'est-à-dire, vous avez pris par exemple des déplacements en plus en frais de vos salariés, vous les avez hébergés, vous avez payé des nuits d'hôtel, enfin, toute une série de mesures que vous avez mises en œuvre pendant la période de crise sanitaire. Quel va être le regard porté par les URSSAF sur ces nouveaux frais, quelque part. Donc, il y a une doctrine qui a été publiée, pas plus tard qu'hier soir, si je ne dis pas de bêtises, et Alison interviendra. Et bien sûr, Alison vous présentera tout ça de suite, dans pas très longtemps. Alors, ouvrons le sujet sur l'activité partielle. Alors, qu'est-ce qui change très concrètement au 1er juin? En fait, pas grand-chose. Si ce n'est que c'est votre porte-monnaie qui va en faire les frais. Si je peux m'exprimer ainsi, la première chose importante qui évolue au 1er juin, c'est la baisse des indemnisations, de l'indemnisation de l'État du versement des salaires des salariés déclarés en activité partielle. C'est-à-dire que l'État ne va rembourser à partir du 1er juin que 60% de l'indemnité que vous allez verser aux salariés. Alors, pour devancer une de vos premières questions, il n'est pas précis. Les annonces n'ont pas fait de distinction entre les niveaux de rémunération des salariés ni les cas de recours à la mise en activité partielle. C'est-à-dire qu'on va en venir à une seconde partie d'activité partielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc depuis le 1er mai, vous vous souvenez, hein, on a désormais depuis le 1er mai un mixte de typologies de salariés qui sont éligibles à l'activité partielle, ceux pour lesquels il y a une baisse d'activité, ceux pour lesquels on n'a pas été en capacité à fournir les EPI nécessaires pour leur permettre de réaliser leurs tâches quotidiennes. Et ensuite, on a le basculement des arrêts maladie vers l'activité partielle pour les publics fragiles, pour les gardes d'enfants, pour les publics isolés. Donc, tout ce basculement-là en activité partielle au 1er mai. Donc, on a bien ces deux catégories-là de type de salariés. Et l'annonce qui a été faite donc, de diminution de la prise en charge par l'État, enfin du remboursement de l'État auprès de l'employeur à 60%, n'a pas pris le soin d'un petit peu d'éclaircir les cas de figure. Et donc, on est sur un dispositif très générique où on sait simplement que l'indemnisation va être à 60%. Est-ce que ça s'adresse à tous les salariés? Alors, plafonné à 4,5 SMIC, ça n'a pas changé. Mais par contre, est-ce que c'est 100% jusqu'au SMIC et ensuite 60% au lieu de 70%? Je n'ai pas vu de précision. Donc, je parle sous le contrôle d'Alison, mais il semblerait qu'en fait, ce soit 60%, quel que soit le cas de figure. Et aussi, quel que soit le cas de recours à l'activité partielle. J'entends par là aussi les salariés qui, avant le 1er mai, étaient en arrêt de travail. Donc là, bien sûr, vous voyez que ça commence à faire un coup. Donc ça, c'est le premier élément. Alors, je ne sais pas si Alison, tu veux faire des compléments sur sur les 60%. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. On manque d'informations. On nous a juste donné ce point des 60%, sans effectivement savoir est-ce qu'il y aurait un seuil, un plancher, comme il y avait jusqu'ici. On sait que le 8,04, là, 0,5, ne va pas changer le montant minimum horaire.
Par contre, on ne sait pas dans quelle mesure c'est l'État qui continue à monter jusqu'à ce minimum, c'est l'employeur qui prend le relais. On n'a aucune information. La seule chose que nous avons eue, c'est le communiqué du ministère, qui est donc tout à fait incomplet, en fait. Et effectivement, aucune distinction pour les personnes fragiles, pour les gardes d'enfants. Euh, Après, je ne sais pas si tu comptais faire des précisions sur les modalités à garde d'enfants. Alors voilà, ça c'était la première partie. La première grande, la nouveauté, c'est l'abaissement de la prise en charge à 60%. Après, il y a les éléments qui changent au 1er juin, mais qui étaient déjà annoncés depuis au moins une quinzaine de jours. C'est notamment un changement de situation pour les salariés qui sont à aujourd'hui en activité partielle, dont le motif était la garde d'enfants. Ils étaient obligés de garder leurs enfants à domicile et donc ils basculaient. Vous aviez l'obligation depuis le 1er mai à les basculer en activité partielle. Ce qui change au 1er juin, c'est que désormais, ce n'est plus simplement une attestation sur l'honneur comme quoi on était dans l'impossible, on avait l'obligation de garder ses enfants à domicile, puisque toutes les écoles ont réouvertes et doivent assurer un mode de garde. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'acte pédagogique, il doit avoir un mode de garde alternatif, voire, depuis ce que nous a annoncé notre cher ministre de l'Éducation nationale tout à l'heure, des activités sportives, notamment. Bon, bref, sur les jours auxquels il n'y aurait pas d'enseignement scolaire. Désormais, à partir du 1er juin, l'attestation sur l'honneur ne sera pas suffisante, il faudra une attestation de l'école. Puisque c'est un retour en arrière, si vous voulez. On a eu une période au début, c'était une attestation, au tout début, mois de mars-avril, on devait avoir une attestation de l'école de non prise en charge de l'enfant. Ensuite, au 1er mai, on a basculé sur une attestation sur l'honneur, donc on devait garder ses enfants. Au 1er juin, on revient quelque part au système initial, qui est l'attestation de l'école. Alors, première chose que ça induit, alors c'est écrit nulle part, mais c'est un peu la réalité. C'est écrit nulle part, mais ça sous-entend donc pour nous, employeurs, il faut qu'on se réinterroge sur la légitimité du recours à la déclaration d'activité partielle pour ces salariés-là. Puisque là, sur le mois de mai, on était fondé sur une obligation de déclarer le salarié en activité partielle au regard de la présentation d'une attestation sur l'honneur, la règle changeant au 1er juin, c'est-à-dire que désormais, ça va devoir être une attestation de l'école, de non prise en charge de l'enfant, se pose la question que de nouveau, il faut un nouveau document au 1er juin. Pour le moment, effectivement, il n'y a rien. Enfin, le lien sur le document de chômage partiel, il continue à aller vers l'attestation garde d'enfants classique. Donc, ça veut dire déjà une anticipation. Alors, j'espère heureusement qu'on n'est pas en présentiel, parce que je pense qu'avec Alison, vous allez nous jeter des pierres si on continue. Mais ça veut dire qu'en fait, pour lundi, il faut de nouveau que vous fassiez le tour de tous vos salariés. Enfin, avant lundi d'ailleurs. Il faut si possible, avant lundi, que vous re-questionnez l'ensemble de vos salariés qui sont en activité partielle au motif de garde d'enfants pour leur demander qui vous communique dans les meilleurs délais l'attestation de l'école. Oui. Une des questions, justement, les écoles ont déjà annoncé qu'ils ne feront pas d'attestation. Bon, on est quand même en live, donc j'essaie de rester poli. Mais je sais, c'est comme ça depuis le début. Oui. Ça va être la galère, quoi. Le problème, Mais pour ceux qui ne veulent pas faire d'attestation, moi je pense que j'utiliserai l'ancien formulaire d'attestation, au moins avoir l'attestation sur l'honneur du salarié qui ne peut pas scolariser son enfant, ce qui devrait être quand même très difficile en pratique. Il y a quasiment plus d'écoles qui ne doivent pas réouvrir, donc en pratique, en réalité, on ne doit plus pouvoir y accéder à ça. Alors, peut-être en préparant le mail ou l'information aux salariés, on mettrait que les modalités ont changé, que toutes les écoles réouvrent, qu'elles doivent garder les enfants même si elles ne font pas d'éducation. Et donc, ce n'est que par exception qu'on peut avoir l'arrêt garde d'enfants si l'école n'accepte pas l'enfant et qu'il faut une attestation de l'école. Et si on a un retour négatif du salarié,
là, dire, bah, à ce moment-là, en attendant, attestez-moi sur l'honneur que vous ne pouvez pas. Alors, il y a ça, et en complément, je dirais généralement quand même, les écoles sont passées un petit peu au numérique, je dis bien un petit peu, et généralement, quand ils prennent ce genre de décision, ils font un mail général. Oui, Ils envoient un mail comme quoi ils ne délivreront pas d'attestation. Demandez au salarié que le salarié vous fasse suivre ce mail, vous imprimez le mail et vous le mettez dans votre petit dossier activité partielle. Si jamais, et il y a de fortes probabilités quand même, hein, même notre Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, vous ferez l'objet d'un contrôle par l'inspection du travail sur les déclarations d'activité partielle. Dans ce cas de figure, vous pourrez au moins apporter votre bonne foi avec la copie du mail de l'école en question du salarié, comme quoi l'école ne délivre pas de certificat d'attestation de non prise en charge au 1er juin. Donc, je pense que c'est une précaution à prendre qui sera nécessaire, qui me semble nécessaire. Voilà ce qu'on peut vous dire actuellement. Donc, je vois une question. Et si le salarié refuse les modes de garde proposés, car doit faire les devoirs avec ses enfants? Absence sans solde. Alors, de toute façon, c'est simple. Vous ne pouvez pas mettre le salarié en activité partielle. Ça s'appelle une fraude, puisque vous n'avez pas de recours légitime à la déclaration d'activité partielle. Dans ce cas-là, deux solutions. Soit le salarié peut poser des congés payés, vous pouvez les accepter ou les refuser, soit le salarié reprend son travail. Et s'il ne reprend pas son travail, c'est une absence non justifiée. Et toutes les conséquences que l'on peut tirer d'une absence non justifiée. La première, c'est une suspension du versement du salaire sur les absences non justifiées. Mais alors attention, faites bien la procédure, hein, parce que je vois Alison déjà qui commence à faire des petits bonds sur sa chaise. Donc, oui, attention, vous le mettez en demeure, le salarié, de son absence. Vous attendez 48 heures révolues, c'est 2 fois 24 heures. Hein. C'est pas le mal, c'est pas j'ai fait un mail le matin, j'ai rien reçu, le soir j'envoie mon recommandé, je le mets à la poste. Hein, donc c'est bien 48 heures révolues, et ainsi de suite. Alors, ensuite, oui, alors on a beaucoup de questions, je vois les questions qui posent, mais oui, que vous nous posez, et honnêtement, une fois de plus, on est fort dépourvus, pourtant on n'est pas des fourmis. Et encore moins des cigales. Mais le souci, c'est que oui, comment on va se gérer les 2 jours, l'alternance, comme les classes sont limitées à 15, et que donc on sait qu'en moyenne, malgré les annonces de notre ministre en début d'année, on est pratiquement 30 en classe, ça veut dire qu'en fait, il y a des jours où les enfants ne sont pas scolarisés. Est-ce que du coup, on peut retourner en activité partielle? Je serais tenté de vous dire oui, mais faut-il encore démontrer que les jours déclarés d'activité partielle correspondent bien aux jours pour lesquels l'enfant n'est pas accueilli. Donc, on a un vrai souci de traçabilité. Et c'est pour ça que, alors vous allez me dire encore, mais ça y est, Alison et Régis font leur juriste. Mais moi, ça m'interroge, ce système-là, parce qu'on navigue, si vous me permettez l'expression, on navigue un peu à vue, là. Et plus le temps passe, et plus on empile des couches. Et là, franchement, j'ai rien lu en tout cas qui prévoit ces cas de figure. Tout le monde dit qu'il va y avoir une alternance, il y aura une alternance au 1er juin, mais comment ça s'articule avec l'activité partielle et sur quel justificatif on va devoir mettre en place pour fonder notre mise en activité partielle à partir du 1er juin, mais alternativement, c'est-à-dire que 2 jours par semaine en activité partielle, sur quel justificatif en cas de contrôle? Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas la réponse, on n'a pas les réponses. Donc, je vois venir, oui, ça fera certainement l'objet d'un autre live, bien sûr. Mais pour l'instant, malheureusement, on est autant dépourvus. Moi, je pense qu'on pourra quand même, à mon avis, il faut utiliser un petit peu le même type de dispositif que je l'ai fait pour les salariés au forfait, etc. Tu sais, par journée et demi-journée. Et du coup, on nous avait bien expliqué quand même que l'on pouvait déclarer par les salariés en forfait, on pouvait décider de déclarer qu'une partie des jours, vu qu'on fait une déclaration à la fin du mois avec le réel, on regarde le nombre de jours et ensuite, les jours où il n'y a pas de garde d'enfants, c'est activité partielle. Les jours où il y a de la garde d'enfants, c'est du travail. Après, je suis bien d'accord qu'en termes de gestion, ça va être tout à fait insupportable. Et à mon avis, on va se retrouver avec
avec des règles identiques, puisqu'ils nous les ont bien rappelées à plusieurs reprises pour ces salariés-là. Alors, on a une question dans le prolongement qui est intéressante, intéressante dans le sens où il y a quelque chose qui vient de changer. Est-ce que c'est les mêmes règles pour les crèches et assistantes maternelles? Alors, oui, c'est les mêmes règles, à la seule distinction, c'est que à aujourd'hui, les enfants de nos salariés sont considérés comme prioritaires. C'est-à-dire que, par exemple, si la classe n'est pas plus de 15, ce sont d'abord les enfants des personnes prioritaires qui sont scolarisés. Sauf que je n'ai pas l'explication, nous n'avons pas l'explication. Pour les crèches et les assistantes maternelles, les salariés du médico-social ont sauté. C'est plus que les personnels soignants, les enfants du personnel soignant. L'extension des publics prioritaires pour les crèches et assistantes maternelles aux enfants de personnel du médico-social a sauté. Donc, alors, Béatrice, les enfants des aides ménagères ne sont pas prioritaires. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si vous parlez aide ménagère du sens de la classification de notre convention collective ou au sens de ce qu'elles font réellement. Parce que depuis le départ, de toute façon… Ah, auprès des actifs. Oui, elles n'ont jamais été. Depuis la crise, on ne parle que des assistantes de vie en public priorité et les fonctions support. Le poste d'aide ménagère en tant que tel n'est pas réputé intervenir auprès de publics fragiles pour des activités essentielles. Et donc, logiquement, ce n'était pas forcément considéré prioritaire. Mais ça, c'était avant. Par contre, oui, par exemple, pour un service qui n'est pas autorisé, qui exerce que sur le régime de la déclaration. Alors oui, là, en effet, les salariés ne sont absolument pas prioritaires, quel que soit le poste occupé. Donc, maintenant, des aides ménagères auprès d'actifs dans une structure autorisée, bon, honnêtement, si j'ai un bulletin de salaire avec la structure, avec le numéro d'autorisation, ça ne posera pas de difficulté sur le terrain, franchement. À vous de faire une attestation pour votre salarié, comme quoi vous êtes un service autorisé, relevant établissement médico-social, intervenant auprès de personnes âgées et de personnes en handicap. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Vous ne dites pas tout ce que vous faites, mais vous dites une partie de ce que vous faites, donc ce n'est pas faux. Franchement, ça passe. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas eu de remontée particulière là-dessus. Alors, après, toujours sur ces activités partielles, vous êtes nombreux cette semaine à nous poser la question, mais quand est-ce qu'il y a une date de fin? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte une fois de plus. Pour ce qui est de la durée de l'activité partielle, dans un sens large et global, je vous rappelle que l'autorisation d'activité partielle qui vous a été délivrée par la directe est de date à date. Elle est datée. Donc, c'est votre autorisation de mise en d'activité partielle qui va vous donner le tempo, l'espace-temps pendant lequel vous êtes autorisé à recourir à la mise en activité partielle. Sachant que la seule vraie nouveauté dans cette crise, hormis le motif de la crise sanitaire pour avoir recours à l'activité partielle, c'est la prolongation de la durée de l'activité partielle. C'est-à-dire qu'on est passé d'une durée de 6 mois à 12 mois. Mais chaque inspection du travail a toute latitude pour minorer cette autorisation de durée d'activité partielle. Donc ça, on est vraiment sur un principe générique. Après, se pose la question, et vous posez la question tout à fait légitime, de se dire, pour tous les cas de recours d'activité partielle qui sont des motifs, je dirais, sanitaires, par exemple les arrêts Covid, c'est-à-dire les arrêts garde d'enfants, ou les arrêts de protection. Par exemple, je n'étais pas en capacité à fournir les EPI nécessaires à mon salarié, c'est un cas de recours légitime à la mise en activité partielle du salarié. Ces motifs-là, à mon sens, et ce n'est qu'une réflexion, il n'y a pas de certitude, mais le raisonnement nous amène à dire qu'en réalité, dès que la crise sanitaire sera officiellement achevée, les motifs de recours à l'activité partielle du fait spécifique de la crise sanitaire, c'est-à-dire du virus Covid-19, n'a plus d'être.
Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un arrêt isolement qui a basculé en activité partielle, techniquement, vu que l'ordonnance de déclaration de crise sanitaire prend fin le 10 juillet, les motifs de recours à l'activité partielle cessent. Alors, après, il va se poser d'autres problématiques. On va voir comment on enchaîne. Et notamment les arrêts de garde d'enfants. Typiquement, bon, vous allez me dire, 10 juillet, normalement, l'éducation nationale, elle est fermée. Bon, on oublie. J'ai pris un mauvais exemple, je n'ai pas réfléchi en vous prenant cet exemple-là. Je vois Alison qui rigole. Bon, oui, bon, j'ai osé dire une bêtise. Ça arrive. Donc, oublions l'éducation nationale. Oublions l'éducation nationale. Bon, les facs, n'en parlons pas. Bon, bref, ça fait 6 mois qu'elles sont fermées. Bon, mais pour ce qui est, en tout cas, de tous les cas de recours, c'est-à-dire personnes fragiles, personnes à risque, ceux-là, à mon sens, n'ont plus vocation à être en activité partielle à partir du 10 juillet. Ne pourront rester en activité partielle à compter du 10 juillet que les causes économiques. Et au sens strict du terme. Et il ne pourra pas avoir d'autres cas de recours. Se pose donc la question du retour dans l'entreprise des salariés qui avaient été placés en activité partielle pour des motifs médicaux. J'avais une personne à risque, qui avait un certificat d'isolement fait par son médecin traitant et qui a basculé en activité partielle. Cette personne-là est censée reprendre le travail le 10 juillet. Et pourquoi nous disons le 10 juillet? Parce qu'on a un petit peu débattu comme à notre coutumée avec Alison ce matin. Et il y a quand même un risque, l'origine est un risque sanitaire. Et dès lors qu'on associe le couple infernal risque sanitaire médecin du travail, revient dans notre pied cette fameuse épine qui s'appelle la médecine du travail et l'aptitude au poste et aux fonctions. Et donc, il nous semble, et je laisserai Alison compléter, parce que je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, ça fait déjà 30 minutes, donc il n'y a pas de raison qu'Alison ne parle pas. À notre sens, il va falloir quand même que le médecin du travail intervienne parce que c'est une reprise de poste, quelque part, on peut l'assimiler à ça, pour s'assurer que les conditions d'emploi et de sécurité sont réunies pour que le salarié reprenne son activité et que potentiellement, il y aurait peut-être des aménagements de poste à faire. Et je cède un peu la parole à Alison, que je suis en train de m'écouter. Ça va me permettre de boire un verre d'eau. Donc oui, effectivement, on s'est interrogé ce matin et il y a plusieurs éléments qui nous font penser ça, notamment parce que les médecines du travail ont là plus réagi par rapport aux différents types d'arrêts. Et on a des médecines du travail qui commencent même à contrer les arrêts des médecins traitants en estimant que finalement les salariés pourraient réintégrer leur poste, même certains dès maintenant, du moment qu'on adapte les postes. Donc, si dès aujourd'hui, j'ai des médecines du travail qui commencent à me dire « J'ai vu votre salarié en visite médicale, j'estime qu'il pourrait reprendre son poste, mais sous certaines conditions. Il fait plus ou moins sauter la qualification de l'arrêt isolement. » Donc, s'il est en train de parler d'adapter un poste, nécessairement, on est donc en train de parler d'aptitude ou d'inaptitude à un poste de travail. Donc, pour nous, au vu de la durée des arrêts de travail qui auront eu lieu et des problématiques de vulnérabilité qui sont quand même qui sont lourdes en termes de conséquences médicales, il apparaît indispensable d'aller solliciter les médecins du travail et on s'interrogeait sur le moment auquel il faudrait le faire. Finalement, nous nous sommes dit que le mieux, ce serait de commencer rapidement à solliciter des visites de reprise pour la période postérieure au 11 juillet pour éviter ensuite d'avoir un blocage et ne pas pouvoir réintégrer les salariés sur les postes de travail. Je vois notamment je vois des questions en lien avec ça. Je vois notamment une question sur le médecin du travail qui a déjà renvoyé une salariée voir son médecin pour passage en activité partielle jusqu'à nouvel ordre pour une salariée aide ménagère sans contact avec les bénéficiaires. Oui, je comprends tout à fait. En réalité, effectivement, ça paraît complètement aberrant parce que ici, le risque, il n'existe pas
pas plus que dans la vie de tous les jours de la personne, en réalité. Et c'est pour ça que dans certains dossiers, moi j'ai des clients qui sont ensuite revenus vers le médecin du travail en demandant quelles étaient la motivation finalement, puisque au regard du DER, des mesures de sécurité prises, etc., en fait, il n'y avait pas le risque, enfin le risque était mesuré. Après, attention, quand vous commencez à vouloir interroger la médecine du travail et essayer de changer la qualification des arrêts, voilà, je rigole, ça veut dire que vous êtes impeccable sur votre DER, vous êtes impeccable sur votre protocole de déconfinement, sur vos équipements de protection individuelle, etc. Vous avez commencé à interroger le médecin du travail, il faut penser qu'ensuite, il peut estimer qu'il a le droit de voir comment vous mettez en œuvre les mesures de protection, santé et sécurité. On a aussi, je remonte juste, il y avait une question par rapport aux arrêts garde d'enfants. Quand tout à l'heure, Régis, tu as parlé du fait que les écoles en fait seraient fermées cet été, donc ça ne devrait pas poser de problème. Et on a eu une remarque sur, en réalité, ce sera la même chose pour les centres de loisirs, en fait. Oui, Oui. effectivement. Après, ils ont fait des annonces tout à l'heure sur la réouverture des centres de loisirs cet été, en indiquant qu'il faudrait attendre, et c'est vrai que ça devient insupportable ces deadlines-là, le 22 juin pour voir dans quelle mesure les centres seraient réouverts. Effectivement, ça continuera peut-être à poser une difficulté parce que si les horaires sont extrêmement restreints, comment on va faire pour gérer l'activité des salariés en fait? Alors, toujours en complément d'une question qui revient à plusieurs reprises, quels seront les motifs possibles de recours à l'activité partielle à partir du mois de juin, enfin du 10 juillet? À partir du 10 juillet, il y a deux. Alors attention, pour l'instant, c'est une date certaine, mais théorique. Certaines dans le sens où on a une ordonnance et une loi de ratification qui fixe la fin de la crise sanitaire au 10 juillet, mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir une nouvelle ordonnance avant le 10 juillet pour prolonger la crise sanitaire. Ça, on ne peut pas l'exclure. Ne pouvant l'exclure, pour l'instant, on est sur une date théorique du 10 juillet. On ne peut qu'anticiper au mieux, mais pour autant, peut-être que le 11 juillet, on sera toujours en crise sanitaire. Et peut-être qu'en effet, vous aurez anticipé un petit peu en amont, pour pas grand-chose. Mais si en l'état, si la crise sanitaire s'achève réellement le 10 juillet, à ce moment-là, le 11 juillet, les seuls cas légitimes de recours à l'activité partielle seront les causes économiques, c'est-à-dire une perte d'activité, une perte de chiffre d'affaires, une perte de clientèle, une perte d'activité. Ça ne pourra être que les seuls motifs. Alors, ça va reposer la question, bien sûr, de l'individualisation de l'activité partielle. Parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à poser la question. Une annonce récente a modifié, enfin récente, il y a une quinzaine de jours quand même, a modifié le fait que la baisse du temps de travail à l'activité partielle devait être collective et pas individuelle. Or, on avait, ça faisait l'objet d'un de nos premiers QR du mois de mars, c'est que pour notre secteur d'activité, la DGEFP nous avait bien validé le fait que nous, on pouvait individualiser. Mais ce n'était pas le cas du régime général. Il n'y a pas que les services à la personne dans la vie. On le sait, on voudrait bien qu'il n'y ait que ça, mais non, il y a aussi d'autres corps de métier. Et donc, du coup, en fait, donc ne vous tracassez pas la tête avec cette histoire. Depuis le début, de toute façon, on est en horaire individualisé, donc ça ne va pas complexifier la chose. Alors, je vais juste basculer un petit peu sur un autre sujet, parce que le temps file, c'est déjà 37. Et comme je vous ai parlé de bonnes nouvelles, hein, de sous, d'argent, donc du coup, il y a plein de questions qui fusent là-dessus. Alors, Amélie, l'assurance maladie, subvention. Alors, c'est une mesure intéressante. Pour une fois que l'assurance maladie nous verse quelque chose à nous, c'est un miracle, donc il faut en profiter. Donc, c'est un dispositif qui a pour objet, si vous voulez, de nous aider, enfin d'aider les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, pour les très gros, ils ne seront pas concernés par ce dispositif, mais en tout cas, pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui ont mis des mesures
prévention au sein de leur entreprise pour prévenir les risques de transmission du Covid vont pouvoir bénéficier d'une subvention qui va pouvoir aller jusqu'à 50% de leur investissement. Ça, c'est le principe. Mais attention, pour être éligible à cette subvention, il faudra donc avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés. Et là, on parle en ETP. Hein. Je vous rappelle, là, on n'est pas dans le vieux débat avec la médecine du travail, mais là, on est sur le droit du Code du travail. Quand on parle d'effectifs, nous sommes bien en ETP. Donc, 49 ETP, ça rend éligible beaucoup de nos structures quand même. Hein. C'est-à-dire que grosso modo, toutes les structures de 70, 80, 70 salariés, 80 salariés physiques sont éligibles. Alors, pour cela, il va y avoir d'autres conditions. La première condition est une condition d'effectif. La seconde condition, c'est d'avoir fait une dépense minimum de 1 000 € hors taxe en équipement de protection. Et ensuite, si vous voulez, il va être pris en charge, en fait, 2 catégories de dispositifs. Une première catégorie qui vont s'appeler les mesures barrières et les distanciation physique, ça va être du matériel physique. Par exemple, vous avez acheté une paroi plexiglas dans votre bureau pour isoler la personne d'accueil. Vous avez acheté un guide-fil pour faire, vous savez, les guide-fils, c'est comme au cinéma, hein, c'est le petit truc qu'on tire et qu'on s'amuse à relâcher. Là. Pour guider les foules, vous avez acheté ça. Vous avez fait des accroches murales, des barrières amovibles, des marquages. Voilà, vous avez loué des locaux additionnels. Oui. Vous avez mis une tente à votre entrée, par exemple. Vous avez acheté des mesures de communication visuelle, des écrans, des panneaux lumineux pour faire de la formation. Ça, c'est des dispositifs de prévention matériels, physiques. Il faut impérativement que vous ayez acheté un de ces types de matériel pour que ensuite les seconds types de matériel de protection soient pris en charge, qui sont les mesures d'hygiène et de nettoyage. C'est-à-dire que, par exemple, tous vos flacons de gel hydroalcoolique vont être éligibles à la subvention. Vos masques vont être éligibles. Il n'y a que 2 choses qui sont exclues du dispositif, ce sont les lingettes et les gants. Je sais, c'est ballot, parce que les lingettes, ça coûte quand même un bras pour ce que c'est. Bidon de 5 litres de gel, oui, Amel, même les bidons de 50 litres, hein, si vous voulez. Oui, Amel. Emplacement. Les chaises en métal à la place du tissu, je ne sais pas dans quelle mesure le métal. J'ai souvenir d'infographie. Oui, je vois que Régis hoche la tête parce qu'on a énormément travaillé sur ce genre de sujet. Et je crois voilà, que ça reste plus longtemps sur du métal. Sur le métal, la durée de vie du virus est plus importante que sur du tissu. Et sachez que le seul métal qui est virucide et bactéricide, c'est le cuivre. C'est-à-dire que si vous avez une chose en cuivre, en fait, le cuivre, si vous voulez, détruit les parois lipidiques des virus. Donc, du coup, c'est très intéressant. C'est pour ça que de plus en plus dans les hôpitaux, vous voyez en fait, que tous les poignées sont en cuivre. C'est qu'en fait, c'est virucide. Pas pour faire beau ou ancien. Bon, voilà. Bref, après, on va dire encore qu'on est trop long. Mais donc, si vous voulez, donc c'est très intéressant. Alors, comment faire cette demande de subvention? Alors, pour une fois, c'est super simple. Vous allez sur un site que vous connaissez dans votre vie de tous les jours. C'est amélie.fr. Et je vous mets le petit lien là de suite et je l'envoie à tout le monde, sans me tromper cette fois-ci. Voilà. Alors, Hérault, oui, parce que je suis dans l'Hérault. Donc, sinon, quand c'est les mêmes dispositifs, c'est national. Donc, vous inquiétez pas dans le lien. Vous allez sur amélie.fr, vous rentrez votre code postal et automatiquement, ça vous oriente sur le site départemental. Et c'est, de toute façon, c'est en tête de gondole, vous ne pouvez pas le rater. C'est donc subvention pour aider les TPE, PME pour prévenir le Covid-19 au travail. Donc, vraiment, c'est intéressant. Allez-y, ne perdez pas de temps parce que je pense que je ne suis pas sûr qu'ils aient mesuré le coût de ce dispositif. Parce que honnêtement, si vous avez passé des commandes de pays et c'est relativement cher, 50%, ah oui, alors
autre élément que j'ai oublié de vous préciser, ils prendront en charge 50% de vos dépenses, plafonnées à 5 000 euros. Donc, ce n'est pas neutre. Hein. Et on avait un montant minimum. 1 000 euros de dépenses C'est minimum. ça. Mais pour tout, c'est-à-dire le matériel physique et les Package. protections. Mais par contre, la condition impérative de l'éligibilité, c'est au moins avoir, ça s'être équipé d'un matériel physique. C'est-à-dire ma paroi de plexiglas, mais honnêtement, je ne vous cacherai pas, hein, vous achetez une paroi de plexiglas, ça coûte 120 euros. On l'a dans les questions, justement. Est-ce qu'on peut acheter pour 100 euros un matériel plexiglas et se faire rembourser 1 000 euros de basket gel? C'est ça, donc grosso modo, vous achetez une paroi à 100 euros, vous la fixez dans votre bureau, faites vos modes de preuve, et après vous faites passer le reste. Hein. Alors, 10 euros de matériel physique, je pense que oui. Alors attendez, il faut que je vérifie. Après, il ne faut pas que ça ressemble à de la fraude non plus. Hein. Voilà, faut rester on est peut-être plus, voilà, on peut peut-être dépenser 100 euros dans un plexiglas. Voilà. Ça aura l'air plus raisonnable en termes de dépenses que de mettre 10 euros dedans et par contre 990 euros de masse. Enfin, moi, c'est mon avis. Voilà. Mais bon, les joueurs dans le secteur. Alors, masque tissu éligible, en principe, enfin, ils ont commencé à parler de certains types de masques tissus, etc. Je ne suis pas certaine que les masques tissus achetés jusqu'ici seraient éligibles. Ça, il faudrait peut-être poser la… En même temps, voilà, j'ai la réponse. Les masques devront être conformes aux normes EN 146-83 et NF en 149. Donc voilà, ça colle. C'est les masques tissus, ça. Je vérifie. Oui, ils ont sorti un… C'est les masques tissus, le NF 304. Il me semble, oui, parce qu'ils avaient sorti une norme. Et donc, effectivement, en même temps, ça paraît cohérent. Ah non, c'est les FFP. Il y a une norme masque tissu. Alors après, voilà. Non, mais là c'est pas la bonne norme. C'est les chirurgicaux. Oui. Alors, à vérifier. Alors, je vous promets, nous allons vous faire une note super vite là-dessus. Mais la NF, la question, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que je suis en train de regarder en même temps, mais je pense que c'est le masque chirurgical. Oui, il s'agit de masque chirurgical, c'est un dispositif médical élaboré selon la norme NF en 146-83. C'est le masque chirurgical. Donc, les masques tissus, ça ne semble pas. Alors, on va quand même vérifier avec Alison et on vous fait une petite note là-dessus. Béatrice, paperboard éligible. Non, sérieux. On a dit visuel. Non, c'était bien essayé, mais non, Béatrice, non, non. Oui, on peut le faire dessus. Oui, non. Et oui, après, je ne suis pas sûre que… Il faut vraiment quand même qu'il y ait un lien. Après, quant à la période, puisque là, on nous pose plusieurs fois la question, les achats doivent être faits sur quelle période? Là, il faut vraiment vous dire que là, on est quand même au tout début. Hein. L'information est hyper récente. Donc, je pense qu'on aura aussi des précisions par la suite. Alors, j'ai la réponse. Ça concerne les achats ou locations réalisés du 14 mars au 31 juillet 2020. Ah, j'entends plus rien. Ah, si, c'est bon, non, mais c'est bon. D'accord. Donc voilà, on a la réponse. La combinaison de plongée, ça dépend si c'est une Bêcha, oui. Ou alors une Poséidon. Moi, je prends que Poséidon. Si c'est une Crazy Cube, même pas en rêve. Hein. Donc voilà, c'était pour répondre à et vous, Ken. Voilà. Voilà. Bon, bref, Scuba Pro, c'est pas bien. Donc, j'ai perdu totalement mon fil. Est-ce que je vous ai tout dit sur cette mesure-là? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Mais on va vous faire une petite note. Là. On va demander à Sylvia et Sharon de vous faire ça au plus tard pour lundi. Mais en tout cas, honnêtement, ça ne nécessite pas forcément une note. Allez sur le site d'amélie.fr. Il y a vraiment tout. Pour une fois, c'est écrit en français intelligible. Franchement, c'est bien fait.
C'est très bien fait. Franchement, il y a les formulaires en ligne. Alors, ne perdez pas de temps. Je vous invite, allez-y, ne perdez pas de temps parce que j'ai peur que cette mesure soit victime de son succès. Alors, les primes pour les salariés, Fabienne. Voilà. Eh bien, comment vous dire les choses? Alors, très clairement, non, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. L'État a honteusement botté en touche, il faut le dire, il faut être très clair. Même qu'on a un changement de discours politique. Pas plus tard que cette semaine, nous a été dit officiellement, oui, mais quand j'ai dit une prime d'État, je n'ai pas dit que c'était une prime pour les salariés des services d'aide à la personne. J'ai à aucun moment précisé que c'était à l'État de le payer. Donc voilà, donc c'est clair, ils ont renvoyé totalement le bébé et l'eau du bain aussi au département. Les départements vont donc, si vous voulez, librement, vont être incités par décret. Oui. Donc, bon, voilà. Alors, j'ai cru comprendre qu'ils allaient ressusciter un décret, que je ne plaisante pas, qui a été pris en 1800 et des poussières. Et je ne plaisante pas quand je dis ça. Ils ont retrouvé une formule d'un décret de 1804, je crois exactement, pour trouver un vecteur juridique pour essayer de contraindre une collectivité. Vous allez me dire, en 1804, les collectivités territoriales n'existaient pas. S'il y en avait, merci Napoléon. Mais bon, bref. Mais il existait un outil, donc ils vont peut-être ressusciter ça. Quoi qu'il en soit, pour être très, très honnête avec vous, cet après-midi, nous avons fait ce qu'on appelle une interfédérale, donc toutes les fédérations du secteur commercial comme non commercial, c'est-à-dire les associations. On s'est tous mis d'accord pour faire une action forte et de masse à partir de lundi, si ça ne bouge pas d'ici demain. Donc, on va vous solliciter. On va compter sur vous. On va vous demander de vous mobiliser sur le terrain. On va vous demander de mobiliser vos clients et vos salariés. Mais voilà, on est en train de travailler de concert pour une très grande action nationale à partir de lundi. Et surtout avec des actions territoriales. On va essayer de mobiliser nos salariés, bien avant tout nos clients. Voilà, et ce sera une action unitaire de toutes les fédérations de notre secteur. Je dis voilà comment ça va se passer. Alors, il y a des choses qui sont en train de se caler, tout n'est pas acté. Il faut quand même, vous doutez bien, que des consensus sur tout. Il y a encore des éléments qui ne font pas forcément consensus entre les différentes fédérations sur leur politique, et ainsi de suite. Mais en tout cas, sachez que de toute façon, si ça ne bouge pas, lundi, une opération nationale va être faite et ce sera une opération interbranche. Alors, mobilisation sous quelle forme? Aujourd'hui, c'est justement les formes aujourd'hui où il y a encore des calages à faire, mais ça va être des pétitions, des courriers, demander aux clients de signer des pétitions, demander aux salariés de signer des pétitions, ce sera des conférences de presse, enfin, tous les vecteurs à 360. Mais maintenant, quels sont les vecteurs qui vont être arrêtés? C'est ce qui fait l'objet un petit peu de discussion encore ce soir. Et donc, tout ça, ce sera calé de toute façon avant ce week-end. Et de toute façon, pour réclamer quoi exactement? Des patates, Sylvie, des patates. Mais non, la prime pour nos aides à domicile, comme pour les personnels soignants. Voilà, pour réclamer ça. Et surtout, de la considération. Je crois qu'il y en a ras-le-bol que notre secteur et nos salariés en tout ne soient pas considérés. Et nous, si on a un message à faire passer, c'est non, on n'est pas là pour demander la revalorisation des métiers. La revalorisation des métiers, ça fait 20 ans qu'on en parle. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas la même chose. Il faut que nos salariés soient reconnus. Et la reconnaissance, ça passe aussi par la reconnaissance du public auprès duquel on intervient. Ça pose la question de quelle est la place de la personne âgée dans la société. Si on ne valorise pas la place de la personne âgée dans la société, comment voulez-vous valoriser les salariés qui leur permettent de mieux vivre? Voilà, mais bon, là c'est un autre sujet. Mais donc, voilà, c'est un débat. Ça pourra faire l'objet d'un live philosophique avec grand plaisir. J'allais dire, non, ça me faisait penser aux valeurs de Sophie, mais bon, autre chose, c'est par rapport à Ségur, c'est pour faire un mauvais jeu de mots. Mais bon, passons. Sinon, je passe un petit peu la parole à Alison quand même. Il n'y a pas de raison pour un petit peu tout ce que l'URSSAF vient de nous préciser sur les frais professionnels exceptionnels qui ont été mis en œuvre dans le cadre du Covid-19.
Alors oui, tout à fait. On a eu hier une information qui est maintenant visible sur le site des URSSAF pour les frais qui ont été exposés de manière spécifique pendant la période. Notamment pour nous, les frais, par exemple, de transport type Uber, taxi, etc., les éventuels frais qu'il a fallu engager parfois de logement, que j'ai vu certains clients qui l'ont fait, qui ont loué des Airbnb ou ce genre de choses pour pouvoir maintenir certaines activités qui étaient indispensables. Tous ces éléments-là, les URSSAF nous indiquent que ça rentrera bien en frais professionnels. Donc, qu'il faut impérativement conserver l'intégralité des documents et le site des URSSAF précise expressément qu'en cas de contrôle URSSAF, ils seront appelés à une réelle bienveillance pour les contrôles. Donc, ça veut dire que si vous avez approximativement conservé les documents correctement, vous aurez très aisément la partie la reconnaissance du caractère de frais professionnels pour toutes ces dépenses et ça permet de les passer évidemment dans la catégorie des dépenses de l'entreprise et de faciliter les remboursements. On a aussi une précision pour les chèques restaurants, toujours sur le site des URSSAF, pour les employeurs qui ont, pendant la période de crise, maintenu des indemnités identiques aux chèques restaurants distribués habituellement, parce qu'on n'avait plus de chèques restaurant papier, il n'y avait plus d'impression, plus de possibilité de se rendre sur le lieu de travail, etc. L'URSSAF dit également qu'à titre tout à fait exceptionnel, on pourra utiliser les mêmes règles d'exonération de cotisation sociale que si ça avait été des titres restaurants. Alors attention, ça ne concerne vraiment que cette période-là, mais elle vous permet d'obtenir, encore une fois, sur la fiche de paye, les dégrèvements de l'assiette de sécurité sociale et de ne pas vous le faire remonter en salaire en cas de contrôle. Donc, bien conserver tous les éléments que vous avez pu avoir. L'URSSAF nous parle notamment de frais, donc comme pour la liste des frais, c'était logement, hébergement, transport, nourriture supplémentaire, etc. Donc on a un spectre qui est quand même très très large. J'en profite, là je vois des questions qui reviennent que j'ai vu à plusieurs reprises sur le chômage partiel et la garde d'enfants à domicile. Est-ce que ça va être considéré comme activité sinistrée ou non? À ce jour, pour le moment, moi j'aurais envie de dire non. Effectivement, je vois Régis qui aussi fait non de la tête. Les activités sinistrées, c'était pour moi, enfin juridiquement, les activités telles que restauration, bar, cinéma, activités sportives, etc. Ce sont toutes ces activités qu'on a forcées à fermer totalement. Les activités qui ont été en baisse, finalement, elles ont subi une baisse comme l'ensemble des activités, alors de manière plus ou moins importante, mais ce ne sont pas des secteurs spécifiquement sinistrés. Donc, à ce jour, je serais tout à fait étonnée qu'on y intègre ce point, sachant en plus que ça veut dire que le coût pour l'État va de nouveau être bien plus important. Et comme vous le voyez, on est en train d'abaisser l'engagement de l'État partout, donc je pense qu'il y aura des difficultés à faire reconnaître ce type d'activité dans cette catégorie. Alors ensuite, on a d'autres questions du type de tous ces dispositifs, un petit peu, ils prennent fin quand, notamment les guides, les guides de protocole de déconfinement, les fiches métiers, jusqu'à quand mes clients peuvent invoquer la suspension du contrat. En fait, si vous voulez, la date butoir, c'est vraiment la fin de la crise sanitaire. Et donc, par nature, par exemple, les fiches métiers, les fameuses fiches métiers, alors j'ai honte d'appeler ça fiches métiers, ou disons les essais du ministère du Travail prennent fin avec la fin de la crise sanitaire. Le guide national de déconfinement, il prend fin le 10 juillet. Le 11 juillet, on revient à la normale. Par contre, on aura peut-être des aménagements, Régis. À mon avis, on va se reprendre un autre protocole ou je ne sais quoi, puisqu'on est en train de nous dire que, je ne sais plus quel ministre indiquait, que le port du masque dans les transports, il devrait se poursuivre jusqu'à ce que l'on trouve je ne sais plus, un vaccin, je ne sais quoi, et je me suis dit, mais ça peut durer 20 ans en fait. Ouais, enfin, ouais. Donc,
Effectivement, les documents qu'on a maintenant, ils devraient tomber parce que, comme tu le dis, ils ont un lien strict avec la fin de la crise sanitaire. Par contre, on n'est absolument pas à l'abri qu'après, on ait des nouvelles mesures qui rentrent, en fait, plus ou moins dans le droit commun, quoi. Comme les EPI classiques. Sauf que, ça y est, là, on commence à diverger avec Alison. On ne s'est pas calé là-dessus. Vous On allez débat à 20 heures. en direct. Il ne faut pas oublier quand même que le point, qu'est-ce qui permet. Alors, je sais que ça fait quand même quelques années maintenant que on a un peu du mal avec les principes fondamentaux du droit. Ah, bah oui. Là, quand même, si on a fait beaucoup d'entorses en tous les sens depuis un certain temps, mais tout ce qui est restriction des libertés individuelles, notamment dans les espaces publics, ont été légitimés par un certain article de la Constitution. Et donc, toutes ces dérogations-là au droit prennent fin avec la fin de la crise sanitaire. Parce que constitutionnellement, le pouvoir réglementaire ne peut plus intervenir. Il doit céder le pas au pouvoir législatif. Je sais, on est encore dans une république, et la cinquième notamment, donc il y a quelques principes qui restent, qui s'imposent. Oui. Par exemple, notre cher ministre de la Justice on fait les affres à l'Assemblée nationale. Elle se rend compte, en plus, c'est le manque de pôle pour elle, c'est universitaire, soi-disant, son constitutionnaliste. Malheureusement, ça se voit qu'elle n'a jamais enseigné à la fac, donc du coup, elle a des petits soucis avec ça. Mais donc, on a le vrai problème là, c'est que de toute façon, sans crise sanitaire, le pouvoir réglementaire ne peut plus aller sur ces sujets-là. Il va devoir s'en remettre à la loi, au pouvoir législatif. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle loi travail qui arrive? Oui. Et là, alors, ça va être la loi fourre-tout. Là, on va avoir des surprises encore. Mais voilà, c'est pour ça que si vous voulez, je suis un peu moins inquiet sur les nouveaux guides qui pourraient sortir après le 10 juillet, parce que là, il y aura un vrai sérieux souci règlement de droits fondamentaux, si vous voulez, de droits publics. C'est que là, ce seraient des circulaires, puisque ces fiches, on peut les assimiler à des circulaires techniquement, et des circulaires créatrices de droits ou qui font grief sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir en Conseil d'État. Parce qu'elle ne peut être prise que dans le strict application d'une loi. Et moi, à mon avis, pourra servir des dispositions du Code du travail, tu sais, tous les R4000 et quelques, là, qui te permettent, en fait, toutes les mesures santé-sécurité. À mon avis, tu peux glisser dedans ce que tu veux, puisque, enfin, en termes de droit du travail, comme tu es obligé de protéger la santé et la sécurité en fonction des risques et qu'on a identifié que c'était un risque biologique dans certaines situations, et notamment les services à la personne, c'est expressément mentionné sur le site maintenant du ministère du Travail, ils l'ont bien mis en gros et en gras, les services à la personne, c'est un risque biologique. Alors que par contre, par exemple, la boulangerie, ça l'est pas. Jugement du tribunal d'Aix-en-Provence la semaine dernière. Enfin, donc, moi, pour le droit du travail, je suis vraiment mesurée. Mais effectivement, ça nous fera l'objet d'un autre débat. C'est un autre débat, mais je veux dire, à mon sens, ça ne pourra pas faire l'économie d'un dispositif législatif. Oui, oui, oui. De toute façon. Et on a un gouvernement qui nous a bien montré qu'il pouvait faire des dispositifs législatifs un petit peu. Je veux dire, les ordonnances Macron, elles ont réformé l'intégralité du droit du travail. C'était quand même pas l'objet de la loi d'habilitation. Mais enfin, finalement, ça n'a gêné personne. Non, puis même, rappelons qu'on a une décision du Conseil constitutionnel récente depuis début mars, enfin mi-mars, comme quoi les principes fondamentaux du droit constitutionnel n'avaient pas lieu à être examinés par le Conseil constitutionnel c'est pas leur boulot. sanitaire. Donc oui, tout est possible. Oui, malheureusement, aujourd'hui, tout est possible. Mais donc, sachez, par contre, pour ce qui est le pseudo-cas de force majeure en droit contractuel commercial. Je dis pseudo parce que… Oui, non, c'est très discutable. Parce que cas de force majeure veut dire, en fait, résiliation unilatérale du contrat. C'est-à-dire que tous vos clients qui ont invoqué la force majeure pour suspendre leur contrat, en fait, il n'y a plus de contrat. Mais ce n'est pas de la suspension. Ce n'est pas une suspension. Ça n'existe pas en droit commercial, la suspension pour force majeure. Non, c'est une résiliation, c'est une rupture du contrat pour force majeure, pour impossibilité d'exécution d'une des obligations du contrat. C'est ça la force majeure. Oui. Donc, on est sur cette théorie, sur cet artifice juridique, dont acte, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au 10 juillet, cet artifice juridique tombe aussi, de fait. Donc, pour répondre à votre question, Udom, je sais que c'est le nom de votre entreprise, donc je suis désolé de vous appeler Udom, mais le bénéficiaire qui a suspendu ses prestations pour Covid-19, eh ben, le 10 juillet, il doit reprendre.
Sinon, toutes les dispositions, alors c'est compliqué parce qu'honnêtement, on n'a pas de recul juridique là-dessus, on n'a pas de recul. Est-ce que les pénalités et les conditions de suspension d'un contrat, comment interviennent, comment comment rentrent-elles en vigueur suite à une crise sanitaire, dans quel délai et comment franchement, ça En mérite. plus, les derniers éléments, c'était vraiment que c'était laissé à l'appréciation souveraine des juges. Et là, on ne va pas aller au contentieux pour ce genre de résiliation, en fait. D'un point de vue commercial, on peut, enfin, ça semble très compliqué ensuite d'aller utiliser cette voie-là. Et donc, notamment, c'est dans le prolongement PIC de votre question, et s'il refuse de Oui. reprendre, pouvons-nous lui appliquer les traités d'eau du contrat? Mais quelle pénalité? Oui. Quelle pénalité? Puisque, je veux dire, généralement, vos stipulations contractuelles ont prévu des pénalités lorsqu'on ne respecte pas le délai de prévenance, de suspension ou des cas de suspension du contrat. Mais là, comme ça a déjà eu lieu, Oui. il ne va pas de nouveau suspendre le contrat. Donc, acter peut-être. Pardon, vas-y. Pardon, excuse-moi. Je voulais dire peut-être acter en envoyant un mail ou un courrier au client en disant voilà, à la fin de la crise sanitaire, c'est à telle date. Les prestations reprendront à compter de cette date. Et après, toutes les prestations qui sont annulées, bah, du coup, là, on peut appliquer nos CGV ou nos CP. Parce que tu n'as pas respecté le délai de prévenance et on a souvent, dans les CGV, on met souvent un nombre d'annulations possibles dans une certaine période. Mais oui, mais là, je veux dire, dans aucun contrat n'a prévu ce cas de figure, déjà. Parce qu'en droit, parce que déjà, la notion de force majeure, je vais pas mais je suis pas civiliste, hein, je suis publiciste, mais la force majeure en civil, je crois que quand même, ça fait 150 ans que la Cour de cassation a statué ce que c'était que la force majeure, à peu près. Oui, après, ouais, on l'a redéfini il y a 2 ou 3 ans. Mais là, on a fait un sacré coup de canif à cette vieille doctrine de la Cour de cassation quand même, où là, on a créé un truc particulier pour le Covid. Mais comment ça va se concilier avec le droit commercial et avec aux clauses contractuelles? Et puis moi, ce qui me... Après, ça pose un problème de la sincérité du contrat. Parce qu'on va tellement dénaturer vos clauses contractuelles à un contexte qu'à un moment donné, elles vont se vider de leur substance. Et je pense, et là je rejoins Alison, seul le juge va pouvoir trancher au cas par cas, au cas d'espèce. Hein. Mais ça me semble compliqué, voire. Et puis de toute façon, très sincèrement, commercialement, mais c'est impensable. Enfin, ça me semble compliqué d'aller se mettre dans des situations où, parce que commercialement, votre image va être quand même écorné. Et puis l'énergie que vous allez dépenser pour ça, ça nous interroge en tout cas. Mais de toute façon, c'est un sujet passionnant. Mais honnêtement, on va être des juristes explorateurs. Oui, c'est ça. Ouais. En forêt amazonienne ou le bush ou ce que vous voulez de coins exotiques. Mais on découvre, on est des explorateurs. Hein. Bon, je n'ai pas dit que ça doit être Dora l'exploratrice, attention. Hein, je fais pas de. Mais on ne sait pas comment appréhender ce nouveau contexte juridique. En toute sincérité, on ne sait pas comment. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas comment l'appréhender. Ces questions-là, comment on les appréhende aujourd'hui dans ce contexte particulier? Oui. Honnêtement, c'est pas évident. Et on n'a aucun recul. On peut se baser sur rien. Non. On a eu, si vous voulez, quelques prémices en droit du travail quand même. On a pu se raccrocher au SRAS, où on avait eu quand même de la doctrine, un petit peu de choses qui avaient été écrites. Mais là, pour ce qui est du droit commercial. Si, il y avait Ebola, qui n'avait pas été retenu comme force majeure. Ouais. Donc, vous voyez, Ebola, pas force majeure, une petite grippette. Non, pardon, j'ai une bêtise. Force majeure, c'est mon côté anglo-saxon. C'est compliqué, oui, là, parce que Ebola avait quand même un seuil, un taux de mortalité qui était quand même un petit peu plus élevé. Et pourtant, à l'époque, ça n'a pas été retenu comme de la force majeure. Donc, peut-être que
L'idée, c'est vraiment de dire, on va voilà, à compter du 11, si l'état d'urgence sanitaire est terminé, renvoyer des courriers aux clients ou des mails en expliquant que ça y est, les prestations reprennent et d'aviser ensuite en expliquant éventuellement aux clients que sinon, on va être obligé de se remettre à facturer. Essayer de le faire pas, pas vraiment du côté contentieux, en fait, qu'à la limite, on tente un arrangement, mais n'allez peut-être pas directement sur du litige dans ce type de situation. Je voulais juste, il y avait une petite question sur l'URSSAF d'Alexandra concernant le pass Navigo qui est remboursé. L'URSSAF ne peut pas me reprocher d'en avoir remboursé la moitié à mes salariés. Non. Non, parce qu'en fait, en plus, les dispositions n'avaient pas changé dans le Code du travail. Donc, on continuait à être obligé de rembourser la moitié de l'abonnement qui était pris par les salariés. Tout à fait aberrant et en toute hypothèse, la plupart ont continué à minima à faire quelques prestations, donc la prise en charge de l'abonnement perdurait. Alors, en complément, parce qu'il y a Isabelle qui nous dit non, mais le jour férié peut être habituellement travaillé peut être indemnisé. Non, là, on parle de la journée de solidarité, Isabelle, qui a un régime quand même particulier, qui est un ancien jour férié, sauf si vous avez le bonheur d'habiter à Nîmes, où là, c'est encore un jour férié, puisque c'était feria, mais il n'y aura pas de feria cette année. Mais bon, passons. On est tous des bon, bref. Est-ce qu'une tablette numérique peut être concernée par cette subvention, celle d'Amélie? Si la tablette numérique vous permettait de faire un affichage, ma foi, à mon sens, ça correspond au texte, mais elle sert d'affichage pour faire passer un message, par exemple. Oui, tu sais, ceux qui ont équipé les salariés de tablettes pour faire des courses en visio, etc. Je ne suis pas sûr qu'il faut dans l'esprit qu'ils entendent par mesure, par équipement. Oui, à voir. Mais on est sur des… Vous voyez, quand on lit le site, c'est matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients, le public ou entre collègues. Poste de vide, plexiglas, cloison de séparation, bâche, écran fixe ou mobile. Matériel permettant de guider et faire respecter les distances, guide-fil, poteau, accroche murale, barrière amovible, cordon et sangle, chariot pour transporter les poteaux, on parlait d'externe. Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances, montage et démontage, mesures permettant de communiquer visuellement, écran, tableau, affiche, les éléments à usage unique, scotch, peinture, ruban, film plastique, recharge, paperboard, crayon, feutre, ne sont pas pris en charge. Mais voilà, Béatrice, paperboard. C'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas pris en charge. Donc non, on est quand même, vous voyez, sur des équipements physiques. La tablette, moi je veux bien, allez, on la met sur un tréteau, c'est un message d'information. Allez, pourquoi pas. Mais ça s'arrête là. Mais franchement, déjà bien. Plexiglas, 100 €, plexiglas, 100 €. Qu'est-ce que vous allez vous embêter et prendre des risques? Alors, on a eu… Alors, je vois qu'il y a… Alors, on me redit la note du 2 avril. C'est laquelle, franchement? Il y a eu beaucoup de notes. Isabelle, on en fait des notes, franchement, vous me dites la note. Voilà, des notes, on entend à peu près tous les jours. Donc là, celle du 2 avril. Ah oui, cumul fragile, non fragile. Ah. Alors. Il y a tout à fait, la DGCS devait sortir une fiche protocole déconfinement et il revenait sur cette notion de croisement de typologie de public auprès de quels pouvaient intervenir les intervenants. Et ils sont toujours sur une rédaction provisoire, enfin une rédaction pour laquelle en fait on ne peut pas croiser les intervenants qui interviennent auprès de publics fragiles, ne peuvent pas en même temps intervenir auprès de mineurs. C'est en ce sens que la fiche a été réécrite. À ma connaissance, pour l'instant, elle n'a toujours pas été publiée. Donc, on est malheureusement toujours sur l'ancienne fiche qui est mal écrite. Mais à la rigueur, merci de me reposer la question, Isabelle. Je pense que je vais faire un petit mail à la DGCS pour leur dire qu'on a un souci et que ce serait bien qu'ils
fasse cette petite fiche. Donc, difficile de trouver du plexi, Sylvie. Oui, certainement. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se vendent en ce moment. Là. Non, nous, c'est arrivé. Alors, au cabinet, on a plexiglas, etc. C'est arrivé en 10 jours. Ben voilà, vous passez la commande, vous payez parce qu'on paye à la commande. Hein, et ensuite, voilà, vous attendez le protocole, Christelle, alors, le protocole, lequel? Alors, je l'ai vu passer, je crois, tout à l'heure. Il s'agissait vraiment du protocole. Il y avait le protocole de déconfinement en question. Et donc, oui, évidemment, il continue à s'appliquer. Et le protocole spécifique service à la personne, bah, comme il est toujours discuté et que ce n'est pas terminé, bah, il s'applique aussi. Donc, ça fait partie. Oui, alors le protocole, on va certainement exiger son retrait demain, puisqu'on n'a pas eu de retour sur les propositions que nous avons faites d'adaptation de la fiche sanitaire DGT, ministère du Travail. Donc, on va demander officiellement, certainement demain, son retrait pur et simple. Voilà où nous en sommes sur ce sujet. Et il est 20h14. Alors, je vais laisser le plaisir de la dernière question à Alison. Alison, choisis ta question ou alors, ceux qui nous écoutent, allez-y, posez votre dernière question à Alison Dahan parce qu'on se reverra peut-être dans un petit move. Je ne sais pas donc, sur quelle fréquence encore. Mais voilà, allez. Qui c'est qui pose la dernière question? Personne? J'ai peur. Il y en a fait peur. Personne pose la dernière question. On a et donc à la fin de notre protocole et donc il s'applique. Voilà, c'était ma réponse. Bon, c'était la dernière réponse. Ben, écoutez, que vous dire? Ben, d'abord, merci. Merci pour tout ce que vous faites depuis le début, ce que vous faites depuis tout le temps et particulièrement depuis début mars. Merci de vous être connectés très régulièrement tous les jeudis et exceptionnellement une fois un mardi pour passer ce moment ensemble qui en tout cas pour Alison et moi a été très agréable et j'espère qu'il a été un peu pour vous aussi, qu'on a pu vous aider bien sûr au mieux que l'on peut au moment que l'on avec les informations que nous avons. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, on va revenir vers vous. Pas forcément que la même fréquence hebdomadaire, parce que c'est un peu lourd. Et puis surtout, il faut qu'on ait des choses à vous dire. Bon, on est intarissable avec Alison, mais des choses intéressantes pour vous. Voilà. Donc, on va revenir, on va vous trouver sûrement peut-être une autre formule. Ce sera toujours des webinaires, mais peut-être avec plus d'interaction. On va essayer d'un peu d'innover. Hein, il faut innover. Et donc, je m'arrête de suite et je laisse les mots finaux à Alison. Mais quelle responsabilité. C'est Régis. Attention, pas de bêtises. Je rejoins ce qu'a dit Régis. Merci vraiment pour nous avoir suivis pendant toute cette période et d'avoir participé toujours avec bonne humeur malgré toutes les difficultés que vous rencontriez sur le terrain. Et on sait qu'effectivement, c'était vrai. Enfin, c'est pas une période facile sur le terrain et vous avez tenu le choc. Donc voilà, merci de tous les échanges qu'on a pu avoir et effectivement, on vous retrouvera avec grand plaisir pour de nouveaux débats sur d'autres thèmes éventuels. Et on espère vraiment qu'on n'aura pas besoin de vous retrouver trop vite pour le Covid-19. On dit ça pour vous. Voilà. Merci à la FEDESAP de nouveau et à Régis de m'avoir invité à participer à tous ces lives. Et un grand merci à toi, Alison, pour ton soutien, ton expertise au quotidien, parce que c'est au quotidien, on va dire ça, on va dire d'heure en heure, mais au quotidien, en tout cas, peut-être à loin, voir nos échanges nocturnes sur des questions de pourquoi l'ordonnance n'avait pas sorti l'autre matin, on voit ça ce qu'il y a au JO. Bon, passons. Voilà. Écoutez, bonne soirée à vous, bonne soirée. Et à très, 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 très vite, et merci encore, et très bonne soirée à vous. À très bientôt, au revoir. Et merci pour tous vos petits mots. Oui, merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tout le monde.